Bonjour Patrick de Saint-Exupéry. Bonjour Karima, et merci de m'accueillir dans votre émission. Moi aussi, je suis très heureux de vous accueillir et vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Permettez-moi de vous faire citer pour votre dernier livre, très puissant, La Traversée. Alors voici ma première question. De nombreuses personnes, Français, Rwandais, Congolais, ont tenté de vous dissuader d'entreprendre cette traversée de la République démocratique du Congo, la RDC. Pourquoi vous vous êtes obstiné malgré le risque? Je ne sais pas, je sais pas très bien comment vous dire, obstiné malgré le risque. Euh, Moi, je fais un métier où il y a toujours un peu de risque. Faire du journalisme, c'est toujours risqué. Faire du reportage, c'est toujours risqué. Vous allez dans des endroits que vous ne connaissez pas forcément, vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas, vous êtes dans des situations parfois improbables. C'est aussi un peu la vie, je crois. Donc, vous acceptez une part de risque et puis vous y allez. Et puis il y a quelque chose aussi qu'à force, avec l'expérience, vous apprenez, c'est que tant qu'on ne s'est pas confronté à la réalité de choses, le risque est toujours amplifié, toujours plus fort. Enfin, on projette énormément d'images sur les choses qu'on ne connaît pas. Et donc, tous les bruits, toutes les rumeurs, toutes ces choses-là deviennent très fortes en raison, entre autres, de l'ignorance. Et donc, avec le temps, vous apprenez un peu à faire la balance et vous acceptez de prendre des risques parce que vous entendez beaucoup de choses, mais vous vous dites, voilà, autant y aller, autant voir et discuter avec les gens, les rencontrer et ne pas se laisser, comment dire, parasiter par des images. Autant affronter la réalité. Si les gens, si c'est effectivement très risqué, on le verra bien. Puis si c'est pas très risqué, on le verra aussi. Et puis s'il y a des choses qui sont exagérées, on s'en apercevra. Et puis s'il y a des choses qui sont minimisées, on s'en rendra compte aussi. Je crois que, comment dire, en fait, le vrai risque, me semble-t-il, c'est d'oser affronter son imaginaire. D'accord. Alors, dans votre livre, vous donnez la parole aux Congolais, témoins en 1994. Je n'ai pas tout à fait répondu à la question. Je vais juste poursuivre quelques secondes, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que beaucoup de gens me disaient très gentiment, comme vous le mentionniez, à l'origine, n'y va pas, c'est trop compliqué, c'est trop dangereux. Beaucoup de gens, vous l'avez dit, hein, des Français, des Congolais, des Rwandais, mais c'est parce qu'il y a tellement d'images qui sont projetées sur le Congo, sur cet immense pays, sur cette forêt vierge presque, dans un certain nombre d'endroits de toute présence humaine, que c'est devenu ce pays-là et ces gens qui vivent dans son pays sont presque devenus un objet mythique où chacun est presque libre de projeter. Si on n'aime pas les Congolais, on va dire ah, c'est des gens qui sont pas bien. Et puis si on les aime bien, on va dire ah mais ils sont formidables. Mais ça repose sur rien. Et en fait, à chaque fois qu'on va quelque part, à chaque fois qu'on se rend quelque part, ben c'est toujours pareil. On rencontre des gens qui peuvent être extraordinaires et puis des gens qui sont pas très sympathiques et puis d'autres. Mais il n'y a pas de généralité qui vaille. Et en fait, c'est ce risque-là qu'il faut affronter. C'est rentrer dans le réel, c'est casser toutes les images. D'accord. Alors, dans votre livre aussi, vous donnez la parole aux Congolais, témoins de 1994, 1996, de l'arrivée des réfugiés rwandais dans leur communauté. Que vous ont dit ces personnes au sujet de ces réfugiés? Ah, oui. Comment vous dire juste en quelques mots, cette traversée, moi je l'ai faite en partant de Kigali, en traversant une partie du Rwanda, et puis ensuite je suis rentré au Congo par Goma, et j'ai été jusqu'à Kinshasa. Euh,
Mon intention était en fait assez simple. J'avais le sentiment qu'il y avait deux histoires qui étaient écrites en parallèle sans qu'elles soient jamais réunies, sans qu'il y ait de continuité entre ces deux histoires. Il y avait la première histoire, celle du génocide des Tutsis au Rwanda, et puis il y avait une deuxième histoire, celle du Congo. Et les choses étaient écrites comme si, voilà, une histoire plus une histoire, mais il n'y a aucun lien entre les deux. Alors que dans mon esprit, enfin, pour avoir suivi un peu tous ces événements depuis 1990, les deux histoires sont attachées. On ne peut pas traiter l'une sans traiter de l'autre. Et donc, cette traversée, en fait, c'était de parvenir à réunir ces deux histoires et à ce qu'elles prennent sens, parce qu'il y a un sens. Les histoires ne s'écrivent pas comme ça par hasard. Ce n'est pas des choses qui brutalement tombent du ciel. Et donc, d'où ce choix de faire cette traversée en partant de Kigali pour aller jusqu'à Kinshasa, où de fait, je traversais à la fois le génocide des Tutsis au Rwanda et puis les événements du Congo. Et donc, matériellement, physiquement, je reliais ces histoires, mais pas que, parce qu'en même temps, il y a tellement de choses à raconter. Il s'est produit tellement de choses dans cette région, des choses incroyables, difficilement imaginables. Et dans la région, hein, je ne parle pas d'un pays spécifiquement, mais dans toute cette région, le fait d'y aller à pied, en moto, enfin de se débrouiller, de rencontrer les gens, vous donne les moyens de redessiner un peu l'ensemble de l'histoire. Vous avez visité le lieu où le double génocide supposé aurait été commis contre les Hutus du Rwanda en 1994, puis contre les Hutus réfugiés au Zaïre en 1996. Qu'en avez-vous conclu? Comment dire il y a eu un génocide, celui des Tutsis, au Rwanda en 1994. Il n'y en a pas eu d'autres. C'est tellement évident, c'est tellement indiscutable, c'est tellement probant lorsque vous intéressez simplement un tout petit peu à ce qui s'est passé, lorsque vous écoutez les gens, lorsque vous écoutez les récits, c'est indiscutable. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des morts au Congo, oui, il y en a eu, évidemment, et c'est dramatique. Il ne s'agit pas de minimiser les choses. Il y en a eu pendant la guerre du Congo, pendant la lutte des réfugiés. Il y en a eu beaucoup. Il ne faut pas minimiser. Mais ce n'est pas un génocide. Ça n'a rien à voir avec un génocide. Et que des gens puissent oser affirmer une stupidité pareille ne laisse pas de me... Je reste pantois. Je reste pantois pas parce que lorsqu'on commence à évoquer l'idée de double génocide, en fait, on est en train de nier le génocide. Et c'est de la pure négation. Et je ne joue pas sur les mots. Nous sommes dans la pure négation. Pourquoi? Parce que le génocide, c'est un fait. Le double génocide, c'est une théorie, c'est une construction intellectuelle. Et on ne peut pas opposer un fait à une construction intellectuelle. Et c'est non seulement une construction intellectuelle, mais elle ne repose sur aucune enquête sérieuse. Aucune enquête sérieuse. C'est une pure construction. Tout à l'heure, je vous parlais du risque, vous me parliez du risque. Je vous disais, mais le risque, c'est en fait s'exposer à être surpris. C'est s'exposer à rencontrer des gens, des vrais gens, qui vous racontent les choses telles qu'ils les ont vécues, pas telles que les uns voudraient les écrire ou d'autres aimeraient qu'elles se soient passées. Non, juste les gens qui vous racontent ce qu'ils ont vécu. Et lorsque les gens vous racontent ce qu'ils ont vécu, ils ne mentent pas. Il y a plein de détails, il y a plein de choses qui vous sentez que c'est juste vrai. Et lorsque j'ai fait cette traversée à travers le Congo, à aucun moment, je n'ai trouvé la moindre trace de ce qui aurait pu éventuellement s'apparenter à une esquisse de génocide. Non, c'est pas vrai, c'est juste faux. Mais maintenant, quand vous dites ça,
vous n'êtes pas en train de dire qu'il ne s'est rien passé au Congo. Au Congo, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des milliers, des centaines de milliers de réfugiés, de gens, de réfugiés qui avaient fui le Rwanda à la fin du génocide. Ils étaient extrêmement nombreux. Parmi eux, il y avait les gens qui avaient organisé le génocide, les extrémistes, des gens qui transpirent la haine en permanence, des extrémistes, qui emportaient avec eux une population qui pouvait être coupable ou innocente. Mais ça n'était pas que des coupables. Il n'y a pas d'étiquette générale. Dans cette masse de personnes qui ont fui le Congo, il y avait des coupables et des innocents et des extrémistes qui utilisaient les innocents pour essayer de continuer leur œuvre terrible et dévastatrice. C'est ça la réalité. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là ont été poursuivis par les forces rwandaises et les forces congolaises qui entendaient faire tomber Mobutu. Et il y a eu des combats. Oui, il y a eu des combats. Bien sûr qu'il y a eu des combats. C'était une guerre. Il y a eu des morts. Oui, bien sûr. Mais les réfugiés étaient armés. Ils avaient des armes. Ils avaient des milices avec eux. Ils avaient l'ancien appareil militaire du génocide avec eux. Donc, c'était des combats. Et donc, il y a eu des morts. Oui, c'est indiscutable, indiscutable. Donc, c'était terrible, comme toutes les guerres. C'était terrible. Il y a eu aussi des gens qui sont morts de faim, de maladie, des qui étaient innocents. Mais pourquoi ils sont morts de faim et de maladie? Mais parce que des extrémistes les ont utilisés jusqu'à les faire mourir. Les extrémistes étaient prêts à faire mourir leur population pour continuer leur œuvre terrible, dévastatrice. Et c'est ça la réalité. Et c'est ce que racontaient les Congolais que je croisais au fur et à mesure de mon chemin. Vous savez, les Congolais au milieu de la forêt, ils vivent seuls, isolés, coupés du monde. Ils entendent la radio, ils entendent des grands discours, des déclarations. Donc au début, je voyais bien, je discutais avec des gens qui me disaient parfois, il y a un génocide, il y a eu un génocide ici. Je leur disais, ah bon, d'accord, ok, très bien, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, il y a eu un mort. Bon, bah, d'accord, un mort, combat, d'accord. Là, il y en a eu d'autres. Ok, très bien. Mais... Et puis à la fin, quand on discutait, j'essayais de leur expliquer ce qu'était un génocide. Ils me disaient, bah non, non, c'était pas un génocide. C'était de la vengeance, c'était des combats, c'était la fin, mais c'était pas un génocide. Et en fait, on est face à une théorie, mais qui, dès on l'expose à la réalité, elle s'effondre comme un château de cartes. C'est un château de cartes qui tombe lorsqu'on accepte de juste essayer de retracer les choses au ras du sol. Depuis des années, pardon, le Rwanda est sous les critiques constantes d'organisations comme Human Rights Watch ou Reporters sans frontières, entre autres. Comment expliquez-vous le silence de ces organisations sur la complicité de dirigeants français avec le régime Habyarimana ou sur des informations organisées par certaines personnalités comme l'ancien président français François Mitterrand, Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Élysée, ou Dominique de Villepin, l'amiral Langsad, le général Queneau, qui ont été les premiers à évoquer un double génocide? Honnêtement, je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas parce que, vous savez, moi je suis français, hein. Je connais mon pays, enfin je pense le connaître un peu, et je sais que les Français ne sont pas comme les gens dont vous me parlez. Là, c'est un petit groupe de personnes, c'est une dizaine, une quinzaine de responsables, de hauts responsables politiques et militaires qui, dans les années 90, 2000, dans les années entre 90 et 2000, ont mené une politique, mais c'était un petit peu entre eux, quoi. C'était une politique secrète, à la bonne franquette, stupide, idiote, sans se rendre compte et sans jamais imaginer ce qui pouvait se passer, quoi. Je veux dire, c'est juste de la pure bêtise. Et c'est ça qui est affligeant. C'est de la bêtise absolue, crasse, que on a des gens comme Védrine, Langsad, Queneau et d'autres, hein, quelques autres, mais
je ne pense même pas qu'il y ait de la méchanceté chez eux, quoi. C'est juste de la bêtise, de la stupidité, de l'ignorance. Et parce que ce sont des gens qui, à ce moment-là, ont du pouvoir et qu'ils ne rendent aucun compte, et qu'ils estiment encore aujourd'hui n'avoir aucun compte à rendre envers leur pays, qui vont persévérer dans leurs bêtises. Ils vont aller de plus en plus loin dans leurs bêtises, sans jamais regarder en arrière, sans jamais se poser de questions. Et au final, ça aboutit à une catastrophe absolue. Une catastrophe absolue. Il se produit un génocide au Rwanda, alors que ce génocide-là, il aurait pu être évitable. Et il se produit en plus une dévastation à travers le Congo, la RDC. C'est un bilan mais monstrueux. Et ces quelques décideurs français ont leur part dans ce bilan. Ils ne sont pas tout seuls, hein, bien entendu. Il y a d'autres responsabilités. Il y a la responsabilité aussi propre au Rwanda, mais celle-là est examinée, elle est scrutée, elle est discutée. C'est une responsabilité qui est ouverte. Enfin, on peut en discuter, il n'y a aucun problème. En France, c'est un sujet tabou. Et ça, je ne le comprends pas parce que moi, je sais que mon pays n'est pas comme ça, quoi, que les gens de mon pays ne sont pas comme ça, et que ces décideurs-là, une telle immunité, me laisse pantois. Je ne le comprends pas et je ne peux pas le comprendre. Et je trouve cela inacceptable parce que je pense que sur le fond, à un moment donné, quels que soient les efforts qu'il faille, quel que soit le temps qu'il faut prendre, l'heure de la justice sonnera. Et la justice, elle n'est pas pressée. Et ce n'est pas grave, même si c'est bien qu'à un moment la justice arrive. Mais vous savez, un crime de génocide, c'est un crime imprescriptible. Donc une complicité de génocide, c'est imprescriptible aussi. Donc il y a une espèce de couperet qui pend en l'air. Quand est-ce qu'il va tomber? Quand est-ce que la justice va accepter de s'intéresser un peu à ces faits? Quand est-ce que les gens prendront conscience? Je n'en sais rien. Mais à un moment donné, je sais que ça se produira. Par un hasard, par quelque chose d'inattendu, mais ça finira par se produire parce que, comment dire, on ne peut pas mentir sur tout, tout le temps et en permanence. À un moment, lorsqu'on additionne les mensonges, les petits mensonges petits qui deviennent de plus en plus moyens et puis qui finissent par être de gros mensonges, il y a un moment où ça finit par éclater. Le mensonge perce juste parce qu'il n'est plus soutenable. Je ne sais pas quand est-ce que le mensonge éclatera, mais il finira par éclater. Alors, qu'en pensez-vous de l'opération turquoise au Rwanda en 1994? Nous savons aujourd'hui que les soldats français, sur ordre de l'Élysée, ont fait barrage à l'armée patriotique qui a mis un terme au génocide. Ils ont par ailleurs laissé fuir au Congo voisin, sans les arrêter, les responsables du génocide des Tutsis. Est-ce que cela vous étonne? Pourquoi, à votre avis, la France de Mitterrand a fait cela? Ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, on le sait depuis plus de 20 ans. On le sait depuis plus de 20 ans. Moi je me souviens, je crois que c'était en 98, dans le Figaro, j'écrivais que l'état-major de Turquoise avait provoqué, organisé la fuite des principaux génocidaires. On le sait, je veux dire, c'est acquis. À chaque fois, qu'est-ce qui se passe depuis 20 ans? À chaque fois, il y a de plus en plus d'éléments qui viennent conforter tout cela. Mais les faits, on les connaît depuis 20 ans. Ils ne sont même pas discutables, en fait. C'est ça qui est absolument fascinant, c'est qu'à la fois, on connaît les faits et on a l'impression qu'ils sont discutables. Mais non, ils ne sont pas discutables. Enfin, bien entendu, l'état-major de Turquoise a organisé la fuite des principaux génocidaires et les a exfiltrés. Oui, mais il y a d'autres choses aussi. Enfin, c'est un élément parmi d'autres. Mais l'opération Turquoise, c'est quand même fantastique, cette opération. On la présente comme étant une opération humanitaire. Ça fait 20 ans que les principaux organisateurs de cette opération Turquoise disent que c'était une opération humanitaire. Et on n'a pas accès aux archives qui sont protégées par le secret défense. C'est quand même incroyable. Enfin, moi, je ne comprends pas que
qu'on ne se pose pas les questions évidentes, élémentaires. Pourquoi une opération militaire est-elle protégée par le secret défense? Non, l'humanitaire, c'est ouvert. Enfin, si c'est humanitaire, les choses sont claires, il n'y a pas de discussion possible. Turquoise, c'est une monstruosité d'intervention militaire. C'est aberrant. Une nouvelle fois, c'est complètement aberrant. Pour l'humanitaire, on va envoyer, enfin, je parle de la France, hein, pas moi, hein, mais l'Élysée va envoyer 2500 soldats qui sont les meilleurs soldats français, équipés d'un armement incroyable à l'époque. Moi, je n'avais jamais vu de soldats aussi bien équipés, hein, français aussi bien équipés. Et on vient dire que c'est pour faire l'humanitaire. Ah non, ça fait 20 ans qu'on se fiche du monde. C'est juste pas sérieux. Et puis après, moi, ce que je vois dans Turquoise, c'est que les hommes, hein, je parle des hommes, des soldats de Turquoise, il y a des gens qui sont formidables à la base, des adjudants, des sergents, des capitaines qui sont formidables, qui vont se poser des questions. Ils vont se poser des questions parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font là. Ils ne comprennent pas les ordres. Ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande de faire. Et puis on les a entendus. Hein, ils ont fini par intervenir. Parfois, ça a pris du temps parce que c'était compliqué. Mais c'est des gens qui ont un certain sens de l'honneur. Et on les connaît. Il y a l'adjudant Progno qui a participé au sauvetage de Jean Bicécero, qui a désobéi aux ordres pour le faire. Il y a Guillaume Ancel, il y a un autre gars qui avait un pseudonyme qui s'appelle Diego, que j'avais accompagné, qui a eu une attitude tout à fait honorable. Et ce qui est absolument incroyable, vous voyez, c'est que là, je parle de gens, de soldats français qui ont une attitude honorable. Vous savez ce qui s'est passé en France pour eux? Ils ont été désignés à la vindicte. C'est incompréhensible. Il y a des gens qui ont organisé une espèce de campagne contre eux en disant qu'ils étaient des traîtres, qu'ils salissaient l'honneur de la France, alors qu'en fait, ils rétablissaient l'honneur de la France. Ils étaient l'honneur de la France. Et on est venu dire, non, non, ces gens-là, il ne faut pas les écouter, ils racontent n'importe quoi, ils disent des bêtises. Non, mais voilà, c'était ça, Turquoise. C'est un non-sens absolu. Un non-sens absolu. Pendant des mois, vous avez traversé le Rwanda et la RDC avec les moyens du bord. Qu'est-ce que cela vous a inspiré lors de votre retour en France? Vous savez, moi, j'étais drôlement content, je vais vous dire, parce que j'ai croisé plein de gens, j'ai rencontré plein de gens. Et ce qui m'a fait plaisir pendant toute cette traversée, c'est que j'étais très loin des chicaneries parisiennes, des discours stupides et inconsidérés. J'étais avec des gens qui vivaient sur place, qui avaient bien les pieds bien ancrés dans la terre, qui vivaient parfois dans des conditions rudes, difficiles, mais qui disaient les choses comme elles étaient, puis qui étaient sympas, qui étaient drôles. Parfois, il pouvait y avoir des emmerdeurs, hein, ça, il y en a partout. Hein, il n'y a pas besoin d'aller en RDC pour tomber sur des emmerdeurs, quoi. Mais ça, c'est la vie. Hein. Mais je retrouvais une certaine forme de sincérité, d'honnêteté. Et je vous assure que ça m'a fait du bien de croiser des gens comme ça. Ça m'a fait plaisir. Que ce soit au Rwanda ou au Congo, hein, c'est pas la question, mais j'avais pendant un certain temps pas pu faire de reportage parce que j'avais d'autres activités. Et là, pouvoir retourner sur le terrain, comme on dit dans le journalisme, c'était du bonheur et du plaisir, même si l'histoire est terrible, affolante et monstrueuse. Mais il n'empêche que vous avez du bonheur et du plaisir, quoi, juste rencontrer des gens qui vous disent honnêtement, simplement, les choses telles qu'elles ont été, et qui ne sont pas en train de faire des calculs à 18 bandes, rentrer dans des théories stupides ou tenir des discours inconsidérés. Quoi. Les gens vous racontent simplement les choses telles qu'elles étaient. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. En plus, si vous avez quelques anecdotes inédites, marrantes parfois, étonnantes même, pouvez-vous nous en dire quelques-unes, s'il vous plaît? Oh. Écoutez, moi, je crois qu'une des choses qui m'a le plus touché
C'était au sud de Kisangani, à côté d'un petit village qui s'appelle Ubundu, qui était le théâtre à l'époque. Ça avait été terrible de ce qui s'était passé là-bas. Et puis je parle avec les gens, je discute avec les gens. Et puis à un moment, quelqu'un arrive, un professeur congolais d'une cinquantaine d'années, mais son t-shirt était sale, il avait un petit short, mais qui était très abîmé. Enfin, il n'avait pas de sous, quoi. Il avait peut-être faim d'ailleurs, je ne sais pas. Et puis je le sentais très ému, quoi. Il s'approche et puis il était très ému. Et puis il met la main sous son t-shirt et il en sort un livre tout jauni, tout défraîchi, tout abîmé. Et il me dit tenez, c'est le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Et il commence à me le lire. Et j'étais là, au milieu de nulle part, dans la mousse, noyé dans la mousse. Et j'avais cet homme qui me lisait avec une émotion, mais c'était incroyable, le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Et je voyais le livre tout fripé, tout effiloché. Il devait l'avoir depuis 30 ans. Il devait le lire tous les soirs, ou presque tous les soirs. Je me disais, mais c'est incroyable. Cette Afrique qui est souvent méprisée. On en parle avec beaucoup de hauteur, mais les gens sont d'une curiosité. Les gens sont. Comment avait-il le livre à Ubundu, je ne sais pas. Comment cet homme-là s'en était emparé, comment il le raisonnait, comment il le réfléchissait. Je trouvais ça formidable. Et c'est là où vous dites bon, c'est gentil tout ce qui est dit, mais en fait, à la base, tout tient à chaque individu, quoi. Et l'Afrique, les individus sont d'une richesse par moments étonnante, et cet homme-là était d'une richesse étonnante. Après, on a continué à discuter. Bon, je lui ai dit d'arrêter un peu, pas parce que je n'étais pas venu pour entendre le discours d'Aimé Césaire sur le colonialisme, mais et puis on a parlé d'autres choses. Mais je suis resté extrêmement ému. J'ai encore l'image toujours aujourd'hui dans la tête, quoi, de cet homme sortant son livre de sous son t-shirt. Je ne suis pas sûr qu'en France, j'aurais forcément eu la même image. Alors, vous avez rencontré à Kigali le général James Kabarebe. Quel conseil il vous a donné avant de partir sur les traces de réfugiés en 1994? Oh, il ne m'a donné aucun conseil. Non, il m'a pas donné de conseil. Il m'a pas dit de pas y aller. Il m'a pas dit d'y aller. Il m'a juste expliqué. C'est le propos des discussions qu'on a eues. Moi, j'avais demandé à le voir pour qu'il me raconte un peu la campagne militaire menée par le Rwanda au Congo. Parce que là aussi, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Beaucoup de gens parlent de tout ça, mais les premiers concernés sont rarement interrogés. Or, Kabarebe a mené cette campagne militaire au Congo. Donc, je ne pouvais pas aller au Congo sans entendre ce qu'il avait à raconter et comment il le racontait. Et donc, Général Kabarebe, on a sorti une carte. Hein. Moi, j'avais amené avec moi une carte du Congo. Alors, elle prenait beaucoup de place. Quoi. Elle débordait un peu partout sur la table parce que c'est grand, le Congo. Quoi. Et puis, il m'a expliqué ce qu'il avait fait au Congo, comment s'était passée la campagne militaire. Et puis moi, je lui posais des questions et donc j'ai noté plein de choses sur ma carte, plein de petits détails. Il me parlait d'un endroit qui s'appelait Ouatsa. Alors on l'a cherché sur la carte, on n'arrivait pas à le trouver parce que c'est pas marqué sur la carte. Alors il m'a montré, non, c'est là, parce qu'il connaissait drôlement bien le Congo. Hein. Il connaissait tous les endroits, toutes les localités, il n'avait rien oublié. Hein. Il connaissait par cœur le Congo. J'étais assez bluffé parce que voilà. Et puis à Ouatsa, il me racontait, là, on est tombé sur un camion qui était dans la boue depuis un an. Et puis on a marché, on avait de l'eau jusque-là. Enfin voilà, il m'a raconté la campagne militaire. Il m'a précisé aussi le nombre de soldats rwandais qui avaient été impliqués dans l'attaque lancée contre les camps de réfugiés et qui avait été donnée en appui à Kabila dans sa tentative de renverser Mobutu. Il m'a dit 3000 hommes, de mémoire, oui c'est ça, 3000 hommes, 3000 soldats rwandais avaient été intégrés à l'alliance rebelle qui renversera Mobutu. Et je m'étais dit, waouh, 3000 soldats, c'est tout pour un pays comme le Congo. C'est immense le Congo, c'est grand comme l'Europe. Hein. J'avais été un peu impressionné, quoi.
Et puis, moi, je connaissais le Congo, mais je connaissais les villes, je ne connaissais pas la forêt, vous voyez, je ne connaissais pas tout cet univers-là. Mais lorsque j'ai été sur place et lorsque j'ai fait ma traversée, ben, j'ai bien compris que oui, c'était un immense ventre mou, quoi, que 3000 hommes, c'était possible, quoi, il ne m'avait pas raconté de bêtises. Quoi. Effectivement, il devait y avoir sans doute 3000 hommes, ni plus ni moins. Lorsque vous rentriez un peu dans le détail de toutes ces années-là, ben, c'était parfaitement logique et cohérent. Mais je vous assure, hein, il ne m'a pas dit vas-y ou n'y va pas. Hein. Il ne m'a rien dit de tout ça. Hein. On n'a parlé que de ce qu'il avait fait. Des femmes rwandaises, anciennes réfugiées des camps d'Isaïr, témoignent. Quel regard elles portent aujourd'hui sur cette période? D'abord, sur tous les réfugiés qui avaient été au Congo, il y en a quand même beaucoup qui sont rentrés au Rwanda. Quoi. Tous ne sont pas rentrés, on est d'accord. Mais la majeure partie des réfugiés qui étaient au Congo sont aujourd'hui au Rwanda. C'est d'abord un premier point. Ou alors ils sont partis en exil à l'étranger, c'est autre chose. Ou alors ils sont installés au Congo, ils ont pris une famille au Congo, ils sont restés au Congo. Ça, c'est le premier point. Après, lorsqu'on croise d'anciens du Congo, hein, d'anciens Rwandais du Congo, qui ont vécu ces années au Congo et qui sont aujourd'hui au Rwanda, ben, ils vous disent, mais j'ai perdu. Moi, je me souviens de la dame qui présidait le comité des réfugiés Hutus à Brazzaville. J'ai oublié son nom, hein, je m'excuse, mais c'était la présidente des Hutus réfugiés à Brazzaville, qui est revenue à Kigali et qui me disait, mais j'ai perdu 17 ans de ma vie. Et quand elle disait j'ai perdu 17 ans de ma vie, c'était on m'a fait perdre 17 ans de ma vie. Et le on, c'était pas un on neutre, c'est les extrémistes qui m'ont fait perdre 17 ans de ma vie. Et elle disait, mais tant de méchanceté, c'est impossible. Voilà, j'ai vu une autre dame, je m'excuse, je suis un peu fatigué, je n'ai pas tous les noms en tête, mais qui me racontait comment elle était revenue au Rwanda. Bon, elle s'attendait à voir toute sa famille tuée. Et puis elle arrive, elle me disait, on puait, on était dégueulasse, on puait. Puis elle est brinque-ballée dans un avion, assise par terre, au milieu d'autres réfugiés. Et puis elle arrive dans un bus, et puis les portes du bus s'ouvrent, et les portes du bus s'ouvrent, elle voit sa famille. Et elle ne comprend pas, elle pensait qu'ils étaient tués. C'est incroyable comment les extrémistes ont pu entretenir une haine aussi puissante au point de faire croire aux gens que le Rwanda n'était plus qu'un champ de ruines, qu'un champ de mort. Alors que le Rwanda s'est reconstruit. Bon, c'était très compliqué, mais s'est reconstruit. Il y a de la vie au Rwanda. Il y a beaucoup de vie au Rwanda. Et comment des gens ont pu réussir à faire croire ça à d'autres gens? Je crois que ces gens-là étaient désespérés. Enfin, je parle des gens qui ont été manipulés. Vous voyez, je crois qu'ils étaient désespérés, donc ils n'arrivaient plus à identifier le nord du sud, de l'ouest, et qu'on pouvait leur faire croire n'importe quoi. Mais comme disait cette dame, quoi, quelle méchanceté d'utiliser à ce point-là le désespoir des gens. C'est waouh. Alors, un terme est évoqué dans le livre La traversée, le couloir de la mort. Pourquoi ce terme? Le couloir de la mort, c'est le nom qu'a donné à ces lieux. Hein. Ces lieux, ce sont en fait la petite ligne de chemin de fer qui Kisangani-Ubundu, qui fait un peu plus de 100 km et qui a été construite à l'époque de la colonisation par les Belges, parce que le fleuve Congo, il y avait des rapides qui bloquaient la circulation. Donc, on avait construit le train pour que les marchandises puissent quand même circuler à travers le Congo.
L'organisation humanitaire française, Médecins sans frontières, a appelé ces lieux-là le couloir de la mort. C'est devenu un petit peu, comment vous dire, le symbole de ce soi-disant deuxième génocide qui se serait produit. Parce que quand on utilise des mots, couloir de la mort, camp de la mort, enfin, vous voyez, on joue sur des choses, mais c'est extrêmement malsain parce que les mots sont pas neutres, on ne peut pas nommer les choses comme ça, créer des faux apparentements, créer des impressions. Et lorsqu'on va sur place et lorsqu'on demande aux gens de raconter, ben non, c'est pas ce qu'ils racontent, quoi. Enfin, il y a eu des morts, hein, il y a eu beaucoup de morts là, dans ces lieux-là. C'est pas une question de nombre, hein, c'est pas ça là, le problème. C'était terrible, hein. Mais voilà, c'était pas un camp de la mort, c'était pas une extermination, c'était une guerre, c'était des extrémistes qui sacrifiaient, qui immolaient leur peuple, ils les brûlaient, ils les faisaient mourir, et ensuite ils s'exprimaient sur toutes les radios, sur les télévisions pour dire « Ah, vous voyez, c'est atroce, les gens meurent, c'est atroce !» Mais c'est eux qui les tuaient, et on leur donnait la parole. C'est juste pas possible. C'est pas possible. Tingui, 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 tingui. Il faut lire ce que racontent les réfugiés de Tingui, tingui. Lorsqu'ils disent qu'ils sont dans les bas-fonds de l'âme humaine. Mais c'est les réfugiés Hutus qui le disent. C'est pas, non, c'est des gens qui étaient sur place. Nous sommes dans les tréfonds de l'âme humaine. Et pourquoi on ne lit pas ça? Pourquoi on n'entend pas ces mots? Pourquoi on n'entend que des bêtises à la place? Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On a un président français, Nicolas Sarkozy, qui a été une fois à Kigali et qui a parlé d'aveuglement. Il en parlait à propos de la politique française. Mais je crois que le mot aveuglement, c'est un mot qui est beaucoup plus vaste que ça. Je crois qu'on n'a pas envie de regarder ce qui peut nous déranger, ce qui nous oblige à nous poser des questions. On n'a pas forcément envie de le regarder. Ça peut être compréhensible, parce que c'est compliqué, quoi. C'est douloureux aussi. Donc, qu'on a envie d'esquiver les questions, c'est humain, c'est normal, mais pas au prix du mensonge. Pas au prix du mensonge absolu. Une drôle de coïncidence. La France évacue la femme de Rabia Limana, Agathe Kanziga, et sa famille, les dignitaires du régime. L'opération turquoise fait passer les responsables de génocide. Mobutu reste fidèle à son petit frère Habyarimana. Dans le même temps, on apprend en lisant votre livre, La Traversée, que le corps de l'ancien président Juvenal Habyarimana fut incinéré au bâtiment qui loge actuellement l'ambassade de France à Kinshasa. Pourriez-vous dire à ceux qui nous écoutent les tribulations de la dépouille de Juvenal Habyarimana? Oui, dans l'absolu, je pourrais, mais je ne vais pas être gentil. Enfin, je n'ai pas envie de le raconter maintenant. Je m'excuse, hein, si vous m'autorisez, je n'ai pas envie d'en reparler maintenant. Là tout de suite, je n'ai pas envie, parce que si je vais dire juste une phrase, je vais juste dire une phrase. Au départ, c'est quelqu'un à Kigali, Île-de-France, qui me raconte cette histoire que je trouve absolument abracadabrantesque. Incroyable. Je ne la connaissais pas dans les détails tels qu'il me la raconte. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette traversée, pas parce que je voulais voir, c'est incroyable cette histoire, c'est pas possible. Et là où je me suis dit qu'il y avait un truc, c'est que lorsque Île-de-France m'a raconté cette histoire, il parlait d'Habyarimana, donc il parlait de la fin, mais je ne vais pas vous raconter la fin, mais c'est surtout les mots qu'il a eus à propos d'Habyarimana. Et les mots qu'il a eus, il m'a dit dans le texte, hein, le pauvre, il a fini tout seul dans l'eau.
Et je trouvais ça, waouh, le pauvre, il a fini tout seul dans l'eau du fleuve Congo. Et je me demandais, Île-des-France a été éprouvé par le génocide, hein, comme tout le Rwanda, comme tout le monde au Rwanda. Et je me demandais, mais comment on fait lorsqu'on a été éprouvé par le génocide pour avoir des mots pareils? Le pauvre, il a fini tout seul, dans l'eau. C'est des mots gentils, c'est des mots généreux. Euh, Comment on fait, après avoir été éprouvé par le génocide, pour avoir des mots comme cela? Et ça, je m'étais déjà aperçu à une autre occasion, c'était à Bicécéro, où j'ai un ami à Bicécéro qui s'appelle Eric, que j'avais rencontré pendant l'opération Turquoise. Et Eric, je ne l'ai pas vu, enfin je l'ai vu, et puis pendant un certain temps, on ne s'est pas vu, et puis des années plus tard, puis à un moment, il avait un peu disparu. Puis des années plus tard, je le retrouve, et puis on prend une bière à Bicécéro, et Eric me dit, tu sais, Patrick, j'ai bu. Je lui dis, ah bon, oui, oui, j'ai beaucoup bu, c'est pour ça que c'était compliqué, quoi. Je dis, mais pourquoi c'était compliqué? Et Eric me dit, mais tu sais, après le génocide, j'étais maire de ma petite commune, et puis c'est moi qui signais les bons pour les maisons, pour que les gens puissent s'installer dans les maisons. Euh, et puis je devais signer pour tout le monde, quoi, pour ceux aussi qui avaient tué ma famille. Et là, je me disais, mais quoi? Il signait des bons pour attribuer des maisons à des gens dont il savait qu'ils avaient pu tuer sa propre famille. Et quand vous entendez ça, vous dites, mais ça dépasse l'entendement. Ça dépasse juste l'entendement. Et en fait, au Rwanda, il y en a des dizaines d'histoires comme ça. Des dizaines. Et vous dites, mais comment se fait-il que ces histoires ne soient pas entendues? Et la seule réponse que vous puissiez trouver, c'est l'aveuglement. Les gens ne veulent pas regarder parce que ça les dérange. Et c'est pas normal, quoi. C'est pas admissible. C'est des histoires qu'il faut entendre parce qu'elles nous disent tellement, elles nous racontent tellement de choses. Voilà. Je reprends les mots, hein. Le pauvre, il a fini tout seul dans l'eau. Alors, pendant ces étapes difficiles, à aucun moment, vous n'avez pas été découragé, vu les conditions rides de votre voyage. Bon, c'était pas des conditions horribles, ça allait, il y a pire, hein, vous savez. Non, c'était pas des conditions horribles. Et puis bon, là, je raconte le récit à travers ma personne, mais on était deux à faire ce voyage. J'étais avec Jean-Philippe Stassen, qui lui, je pense, est en train de travailler sur ce même récit, mais à sa manière, avec ses outils. Mais on était deux, c'est toujours plus agréable d'être deux. Et puis c'est un très bon camarade, Jean-Philippe Stassen, qui connaît parfaitement aussi toute la région. Donc on était deux. Et puis je vous dis, oui, c'est un peu difficile par moment, mais vous croisez les gens, c'est tellement plaisant de discuter avec les gens, de rencontrer les gens. Oui, voilà. On va vers la fin. Vous qui avez vu le génocide contre les Tutsis, l'opération Turquoise, la libération du pays par le Front patriotique rwandais, quel regard portez-vous sur le Rwanda d'aujourd'hui? Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé du Rwanda d'aujourd'hui. Enfin, quand je parle d'Éric, quand je parle d'Île-des-France, quand je parle de ces gens-là, ce sont les gens du Rwanda d'aujourd'hui, quoi. Et quand je parle de leurs mots, de ce qu'ils racontent, ils racontent le Rwanda d'aujourd'hui. Moi, c'est leur regard à eux qui importe sur le Rwanda d'aujourd'hui. C'est pas le mien, moi. Moi, ce pays-là, j'y suis attaché, comme à ce qui s'est passé là-bas, comme aux gens. Mais j'ai pas, sincèrement, j'ai pas à avoir de regard particulier, quoi.
il se passe tellement de choses dans ce pays. Enfin, il y a par moments une telle puissance de vivre que les gens ne voient pas, parce que c'est comme si l'image du génocide obscurcissait tout. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a une telle puissance de vivre au Rwanda que c'est impressionnant. Alors, messieurs de cette expérience, vu l'omerta qui entoure le rôle de la France au Rwanda, n'avez-vous jamais eu le problème, puisque vous êtes le témoin d'une histoire qui gêne? Oui, oui, j'ai eu des problèmes, oui. Oui, j'ai eu des problèmes, mais bon, ça fait partie des choses de la vie. Hein. C'est pas très intéressant. Enfin, franchement, c'est pas très intéressant, quoi. Oui, j'ai eu des problèmes à cause de ça, mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Franchement, il me reste à vous dire ceci. Vous êtes un des rares journalistes qui est allé sur terrain pendant que certains s'autorisent des vérités sur le génocide contre les Tutsis, sur le Rwanda, sans y avoir jamais mis les pieds. Je vous remercie pour votre courage et votre ténacité, Monsieur Patrick de Saint-Exupéry. Écoutez, merci à vous. En tout cas, moi, je sais que ça m'a fait plaisir de raconter tout ça et de répondre à vos questions. Merci à vous. Merci et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.